Pour reprendre le leadership, il doit obligatoirement abattre le nouveau pouvoir mis en place par Deng. Devenu minoritaire, Mao a recours à la mobilisation des masses contre les représentants du parti. Il va s'appuyer sur la jeunesse qui vient par millions l'acclamer place Tiananmen. C'est Lin Biao, son ministre de la Défense, qui rédige le petit livre rouge et s'assure que tout citoyen en reçoive une copie. Une jeunesse qui voit l'occasion d'attaquer autant la bureaucratie du parti, qu'elle considère comme une nouvelle bourgeoisie, que l'insupportable rigidité de l'institution scolaire. La société avait besoin d'un mouvement politique de grande ampleur, qui la mobilise de bas en haut. Un mouvement qui dénonce l'obscurantisme et purifie la société, pour que tous travaillent au bien commun, pour qu'ils abandonnent les pratiques des marchés libres guidés par l'appât du gain, pour que tout le monde se dévoue à la collectivité, au pays. La révolution culturelle incluait effectivement ce projet, du point de vue idéologique. L'adhésion populaire à la révolution culturelle ne procédait pas seulement de la terreur ou de la soumission, il y avait là une large part de volonté, de conviction personnelle. La forme de démocratie que la révolution culturelle mettait en avant était celle de la Commune de Paris. Quand la révolution culturelle a débuté, j'ai cru au message de Mao qui correspondait à ce que je ressentais, à savoir qu'il fallait lutter contre les bureaucrates. Je me suis donc pleinement lancé dans ce mouvement. J'ai cru en la thèse de Mao qu'il fallait que les prolétaires continuent la révolution. C'est ainsi que je suis devenu maoïste. Mao s'inquiétait aussi de voir son pouvoir remis en question. Il avait vu qu'à la mort de Staline, Khrouchtchev l'avait critiqué dans un communiqué secret. Il voulait prévenir le révisionnisme, prévenir la publication de rapports secrets qui le rejetteraient. Il devait donc éliminer un groupe de personnes. C'est la lutte du pouvoir. En quelques mois, cette guerre idéologique, pourtant porteuse d'espoir, se transforme en folie collective. Des millions de Chinois, simples citoyens, cadres du parti, mais surtout intellectuels et artistes, sont torturés, déportés, exécutés au nom de la pureté révolutionnaire. L'ancien président Liu Shaoqi et sa femme sont arrêtés, battus par les gardes rouges et jetés en prison. Liu Shaoqi mourra 2 ans plus tard, faute de soins. C'est ensuite au tour du rédacteur du Petit Livre Rouge, Lin Biao, à un moment désigné comme le successeur de Mao, de se voir accusé de fomenter un putsch contre le grand timonier. Il serait, selon la version officielle, mort dans un accident d'avion en tentant de s'enfuir en URSS. J'ai commencé à avoir des doutes lorsque j'avais 11 ans, en 1967. Quand on a commencé à instaurer l'obligation de s'incliner 3 fois devant le portrait de Mao, en brandissant le petit livre rouge et en criant « Longue vie au président Mao !» Chaque matin, toute la Chine se rassemblait et s'inclinait 3 fois devant le portrait de Mao. Il y avait des effigies de Mao partout. Le matin, on lui demandait des directives et le soir, on devait lui faire un rapport. Par rapport à 1968 en Occident, en Europe, mon opinion personnelle, c'est que ce mouvement en Chine a conquis l'idéalisme que les jeunes occidentaux portaient en eux. L'idéalisme, c'est quelque chose de bon et beau, n'est-ce pas? Je pense que si dans une certaine mesure la Chine les a éveillés, si elle a éveillé leurs idéaux de justice sociale, de bien commun, leur intérêt pour les pauvres, les ouvriers, si c'est ça, c'est bien.
En 1968, la Chine était très lointaine. C'était une révolution imaginaire où les gens dans le lointain Orient se soulevaient pour former une mer immense. Ils croyaient que les pauvres avaient obtenu une sorte d'égalité. La propagande était déchaînée. Tous les jours dans les journaux, il y avait des très gros titres comme les peuples révolutionnaires de tous les pays soutiennent la grande révolution culturelle prolétarienne, accompagnés de photos, par exemple à Paris, de gens qui portaient des brassards, des jeunes aux yeux bleus et cheveux blonds, avec des brassards et qui brandissaient des drapeaux rouges et des portraits de Mao. Alors je me disais, quand même, peut-être que le président Mao est vraiment fortiche. Parce que vous savez, à l'époque, on n'avait aucun accès à l'information. Alors on se sentait ébranlé. On y croyait tout en doutant. C'était comme voir des fleurs rouges de loin. Le rouge est notre symbole. C'était d'une beauté éclatante. Mais il aurait suffi de s'approcher pour voir que c'était le rouge du sang. Au-delà des conflits internes, la révolution culturelle exalte des slogans anti-soviétiques, alors que des conflits frontaliers avec l'URSS font craindre une guerre entre les deux grandes puissances communistes. Les dirigeants du Parti communiste étaient d'avis que l'URSS était la menace la plus grande pour la Chine. Car l'URSS partage une frontière avec la Chine, avec une armée d'1 million d'hommes à cette frontière. C'est à ce moment, en pleine révolution culturelle, et malgré ses slogans aussi violemment anti-américains qu'anti-soviétiques, que Mao Tse-tung décide de renouer avec les États-Unis, pensant qu'il lui est impossible de se confronter simultanément à ses deux adversaires. Pour les USA, embourbés depuis des années dans la guerre du Vietnam, c'est une aubaine. Nixon sauve momentanément sa présidence par ce superbe coup médiatique. The joint communique which we have issued today will make headlines around the world tomorrow. 这个公报啊，将是明天全世界的头号新闻。 But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead to build a bridge across 16,000 miles and 22 years of hostility which have divided us in the past. À l'époque, l'ouverture était une affaire difficile. On avait été élevé dans l'anti-américanisme et d'un seul coup, on devenait pro-américain. Les gens et le parti lui-même ont eu du mal à l'accepter. Il a fallu le prestige de Mao pour que cela soit accepté par tout le parti et la population. Le développement de ces 30 dernières années a donc un lien étroit avec la décision de Mao à l'époque. Il a créé les conditions du développement ultérieur de la Chine. Et qui dit ouverture, dit réforme. Je ne pense donc pas que la politique de réforme et d'ouverture soit la contribution de Deng Xiaoping. C'est essentiellement l'œuvre de Mao. Mais la révolution culturelle continue. Toujours plus sanglante et incontrôlable, exacerbée par l'extrémisme de la femme de Mao, Jiang Qing. Les différentes factions de gardes rouges s'affrontent en de meurtrières luttes armées. Mao ne trouve pas d'autre exutoire que de réprimer le mouvement et d'envoyer des millions de gardes rouges et de jeunes instruits en rééducation, tout en redonnant du pouvoir à l'armée. Mao pensait résoudre le problème en 6 mois,
une année, voire 2. Il lui aura fallu en fait 10 ans. Il a perdu le contrôle. Il voulait que le grand chaos donne naissance au grand ordre. Mais quand le chaos s'est installé, il a été impossible de faire revenir l'ordre. Il a fallu faire revenir les officiels comme Deng Xiaoping pour remettre de l'ordre. Deng en profite pour appliquer le programme des 4 modernisations préconisé par Zhou Enlai. Ce nouveau programme prévoit plus de biens de consommation et l'augmentation des quotas de production. C'est une rupture avec la révolution culturelle. Mao disait « Faites la révolution, pas la production ». Deng proclame le contraire « Faites la production, pas la révolution ». En affichant ce nouveau slogan dans tous les lieux de travail et de réunion, le régime est plébiscité. Les chemins de fer sont rétablis, les usines tournent et les paysans travaillent à nouveau dans les champs. Deng Xiaoping retrouve son siège au comité central. Les dirigeants écartés lors de la révolution culturelle sont réhabilités. La tension baisse à l'intérieur du Parti communiste. Le 9 septembre 1976 advient ce que certains espéraient depuis de longues années et ce que d'autres ne pouvaient même pas envisager. La mort du grand timonier Mao Tse-tung. À cette époque, il n'y avait pas de télé. En descendant du bus, nous avons vu tout le monde assis là, comme en réunion. Les haut-parleurs étaient enclenchés. C'est là qu'on a appris que Mao Tse-tung était mort. On n'arrivait pas à y croire.